Il est 8h10, l'invité de la matinale après votre journal local. Au petit matin, l'Iran a de nouveau tiré des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël, faisant au moins 3 morts selon les secours. Réponse à des frappes israéliennes qui ont atteint le territoire iranien pour la 4e nuit consécutive. Téhéran a annoncé hier la mort du chef du renseignement. Depuis vendredi, Israël mène donc une importante campagne aérienne contre la République islamique en ciblant des centaines de sites militaires et nucléaires. Tel Aviv qui accuse Téhéran de s'approcher d'un point de non-retour dans son travail pour se doter de la bombe atomique. Pour en parler, j'accueille ce matin le géopolitologue Pascal Boniface. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous venez de publier Permis de tuer, c'est chez Max Milo. Pouvait-on s'attendre, Pascal Boniface, à une telle escalade ? Alors, une fois que le coup est parti, l'escalade était un peu inéluctable. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Israël voudrait frapper l'Iran pour l'empêcher d'accéder à l'arme nucléaire. Et c'est en fait une rumeur qui circule depuis très longtemps, parce que cet objectif israélien est ancien. Jusqu'ici, tous les présidents américains, y compris George Bush d'ailleurs, peu après la guerre d'Irak, avait empêché Israël d'agir en disant qu'il n'aurait pas le soutien américain. Et là, on a un peu le sentiment que Netanyahou a pris de court Donald Trump. Il a fait un peu le pari que quoi qu'il fasse, il sera soutenu par Donald Trump, ou en tout cas que celui-ci ne s'opposera pas à lui. Et quelque part, c'est un pari de ce point de vue réussi, dans la mesure où, y compris les leaders des pays européens, français, allemands et britanniques, qui commençaient à critiquer la guerre qu'Israël menait à Gaza, désormais soutiennent Israël, alors que c'est quand même Israël qui a ouvert les hostilités. Peut-être un tout petit peu d'histoire, Pascal Boniface. Depuis quand la guerre couvait-elle entre Israël et l'Iran ? Au-delà du sujet nucléaire, c'est un conflit de très longue date. Alors on peut dire que depuis que le régime a changé à Téhéran, l'Iran fait d'Israël son ennemi numéro 1. Du temps du Shah d'Iran, l'Iran procurait du pétrole à Israël. Il y avait une alliance qui était une sorte d'alliance anti-arabe quelque part. Et puis c'était les deux alliés des États-Unis. L'Iran était le gendarme régional des États-Unis dans le Golfe. Quand Khomeini prend le pouvoir, eh bien il change complètement. Il rompt les relations diplomatiques avec Israël et il donne les locaux de l'ambassade israélienne à la Palestine, à l'OLP, pour bien montrer cela. Et Israël était toujours le petit, le grand démon était les États-Unis, le petit démon c'était Israël. Et donc les dirigeants israéliens ont constamment fait une campagne de communication anti-israélienne depuis 1979. Depuis l'attaque du 7 octobre et l'attaque contre le Hamas, l'Iran s'est aussi positionné comme un allié du Hamas. Alors depuis longtemps, l'Iran, ce qui montre d'ailleurs que ceux qui parlaient d'un arc chiite, qui était la nouvelle césure au Proche-Orient entre chiites et sunnites, c'est pas tout à fait exact, puisque le Hamas est sunnite et bien sûr l'Iran est chiite. Mais disons que l'Iran a fait un jeu d'alliés tout autour de lui, avec des milices pro-iraniennes en Irak, avec les Houthis au Yémen, avec bien sûr le Hezbollah au Liban, là c'est une continuité, et avec Bachar el-Assad, dont le soutien, qui a pu rester au pouvoir grâce au soutien russe d'un côté, iranien de l'autre. Quel intérêt Israël a-t-il à s'ajouter à un théâtre de guerre ? Alors, je pense que les dirigeants israéliens se sont dit qu'ils avaient une fenêtre d'opportunité à agir, mettant en prétexte un rapport négatif de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur l'Iran. Et puis surtout, c'est que Netanyahou a un intérêt personnel à continuer la guerre, parce qu'il est contesté en interne, et quand la guerre commence, d'ailleurs cela prouve, il a resserré l'opinion israélienne autour de lui. Même les Israéliens qui étaient très critiques de lui se disent, bon oui, nous sommes en guerre, nous sommes menacés par l'Iran, donc on ne va pas critiquer notre Premier ministre, on va au contraire le soutenir. Donc il y a une approbation du public israélien sur cette guerre, et une fois encore, les dirigeants européens, occidentaux, qui commençaient à prendre leur distance avec Israël, ont assuré Israël de leur solidarité pleine et entière, y compris la France. Vous avez commencé à le dire, effectivement, Pascal Boniface, personne ne voulait voir le régime iranien se doter de l'arme nucléaire. Est-ce qu'Israël fait le sale boulot, celui que les autres pays occidentaux ne veulent pas faire ? Alors, il y a deux réponses à votre question. La première, est-ce que on peut faire cela au nom de la violation constante du droit international ? Ce qui est en cause, quand même, c'est un recul profond du droit international, parce que même si on n'aime pas le régime iranien, et même si on ne veut pas que l'Iran ait l'arme nucléaire, Israël a très strictement violé le droit international en se lançant dans une guerre d'agression. Et on parle de légitime défense préventive, ça n'existe pas juridiquement. La légitime défense, c'est quand vous êtes attaqué. Or, jusqu'ici, l'Iran n'attaquait pas directement Israël. Donc, ça pose le problème, est-ce que pour un avantage immédiat, gêner le programme nucléaire iranien, on continue à mettre bas tout le droit international qui est de plus en plus contesté. Et c'est vrai que le droit s'effrite. On est dans un monde où le droit compte de moins en moins, et un monde sans droit est un monde plus violent, et
qui n'est pas plus ordonné, mais plus chaotique. Le deuxième point, c'est est-ce que cette action militaire va démanteler le programme nucléaire iranien ou est-ce qu'il va le gêner, mais par ailleurs renforcer la décision iranienne d'aller vers l'arme nucléaire, puisqu'il est tout à fait possible que les dirigeants iraniens se disent on n'a pas d'autre option. De toute façon, on est bombardé. De toute façon, les pays occidentaux font bloc autour d'Israël. Nous, on va essayer de rallier le Sud global autour de nous. Et si on avait eu la bombe, on ne serait pas bombardé. Les gens ont bien noté que Donald Trump parle très poliment à Kim Jong-un, qui n'est pas un démocrate, parce qu'il a l'arme nucléaire. Donc en fait, cette action israélienne peut aussi renforcer le désir d'avoir des armes nucléaires chez certains pays pour ne plus être sous la menace de ce type d'action militaire. Pascal Boniface, on va revenir avec vous sur cette violation du droit international parce qu'elle pose beaucoup de questions dans quelques minutes. Mais revenons d'abord sur ce point de l'arme nucléaire. Pourquoi est-ce si difficile pour une armée comme Tsahal, qui est réputée comme une des meilleures du monde, de détruire des infrastructures du régime iranien? On a l'impression qu'il y a des structures qui sont enterrées, qui n'ont pas pu être touchées. Oui, parce que l'Iran s'y prépare depuis longtemps. En 1980... L'Iran se prépare à une telle attaque. Oui, bien sûr, puisque Israël le menace depuis longtemps. Et donc en 1981, Israël avait pu détruire Ozira, qui était une usine nucléaire irakienne fournie par la France. C'était une installation qui était en surface, donc un raid aérien. Depuis, et au fil à mesure des menaces israéliennes d'intervention, de la peur que les États-Unis le permettent, les Iraniens ont enfoui très profondément le cœur de leur dispositif, et ce qui est à la surface n'est pas le plus important. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces infrastructures qui sont enterrées et les tunnels qu'on a pu voir à Gaza en termes de complexité pour Tsahal? Alors, oui et non. Disons que les tunnels, c'était pour cacher les combattants, les installations. Là, c'est simplement pour enterrer le plus profond possible les installations, pour qu'une bombe, même de très grande importance, ne puisse pas aller assez profondément pour détruire les installations. Donc là, le fait de faire des tunnels très profonds, plutôt d'ailleurs des grandes caves pour protéger, c'est pour empêcher des bombardements d'être efficaces. Vous parliez de violation du droit international tout à l'heure, Pascal Boniface. La première violation, on peut vous opposer que c'est celle de l'Iran qui, à l'encontre des accords qu'elle avait pu passer, continue de se doter d'un uranium enrichi et nucléaire. Oui, et effectivement, l'Iran avait commencé à violer ses obligations par rapport à l'AIEA, mais tout part quand même de la rupture par Donald Trump d'un accord qui a été signé le 14 juillet 2015 par l'Iran d'un côté et les 5 puissances membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne, qui empêchaient 2 scénarios catastrophes, une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire ou un Iran qui avait l'arme nucléaire. Trump a violé cet accord, il l'a détruit, du coup l'Iran a eu les mains libres pour agir puisque cet accord ne tenait plus. Il y avait des négociations qui étaient en cours, Trump voulait signer un accord qui soit son accord et pas l'accord d'Obama, c'est ça qui comptait pour lui, donc c'est ça qui est mis en cause. Le tout, c'est que pour l'instant, la partie n'est pas terminée. Sur quoi tout ceci va déboucher? Le scénario rose, c'est un gouvernement démocrate qui s'installe à Téhéran et qui fait la paix avec ses voisins. Vous y croyez? Non. Donc, premier scénario, on ne croit pas. Pour l'instant, on a vu comment se passaient les choses en Libye et en Irak. Les guerres qui permettent d'établir une démocratie, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, même une partie des Iraniens qui sont hostiles, la majorité des Iraniens sont hostiles au régime, n'ont pas envie d'être bombardés par Israël. Et lorsqu'Israël dit qu'il fait ça pour la survie, l'avenir du peuple iranien, les Iraniens n'y croient pas beaucoup. Donc en fait, on ne sait pas sur quoi peut déboucher. Les scénarios catastrophes, ça serait un embrasement de la région et un baril à $200 et une crise économique mondiale. Pascal Boniface, vous venez d'utiliser le mot embrasement de la région. Embrasement de la région, elle est déjà embrasée? Oui, effectivement. Quand on dit qu'on va promettre l'enfer aux gens, ils le vivent déjà pour une grande partie. Mais là, pour l'instant, l'embrasement peut aller plus loin parce que c'est un peu la crainte, c'est que si l'Iran se mettait à frapper les installations pétrolières saoudiennes, comme il l'a fait lors du premier mandat de Trump, là, ça serait vraiment, ça serait une escalade plus importante, et une fois encore, un baril à $200, une crise mondiale. L'avantage, c'est que l'Iran et les Saoudiens se sont réconciliés et que l'Iran n'a pas intérêt à se mettre à dos l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que comme ils ont des meilleurs rapports avec eux, les Saoudiens ont condamné très fermement l'attaque israélienne, alors que lorsque Trump était dans son premier mandat, il souhaitait ouvertement une attaque israélienne. Donc l'attitude de l'Arabie Saoudite a complètement changé par rapport à l'Iran. Surtout que c'est le gros financeur de la région, l'Arabie Saoudite. Et de Trump aussi, et effectivement, et aussi de gros contrats pour Trump et pour les États-Unis, pour la famille Trump d'un côté et pour les États-Unis en tant que nation de l'autre. Oui, parce que vous mentionnez effectivement ce voyage il y a quelques semaines de Donald Trump en Arabie Saoudite. Ni la France,
France, ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni n'ont condamné ouvertement les frappes. Les chancelleries occidentales sont-elles un peu gênées par cette attaque? C'est le moins que l'on puisse dire, et elles vont devoir quand même rendre des comptes un peu aux pays du Sud global, qui vont pouvoir leur dire, vous n'arrêtez pas de mettre en avant le respect du droit international, le respect de vos valeurs. Enfin, quand c'est Israël qui est en cause, eh bien, vous êtes un peu aux abonnés absents. Vous condamnez les violations du droit quand c'est la Russie, quand c'est l'Iran, mais pas quand c'est Israël. C'est un refrain que l'on entend depuis très longtemps et qui est très visible aujourd'hui. Et on va voir au fur et à mesure les réactions des pays du Sud global mettre en cause. C'est-à-dire qu'il y a une question de crédibilité pour le monde occidental qui est en jeu aujourd'hui. Vous parlez de droit international, vous parlez de réaction du Sud global, des pays du Sud global. Quelle organisation, quelle institution aujourd'hui a la légitimité de s'interposer, de dire attention, vous ne respectez pas ce droit international? C'est l'ONU, mais qui est bloquée par les vétos russes d'un côté, américains de l'autre. Et donc l'ONU est bloquée. C'est l'ONU qui devrait régler tout cela. La rivalité entre les puissances l'empêche de faire son boulot. Et on en parlait effectivement il y a quelques jours à ce micro sur la fin potentielle de l'ONU. Est-ce qu'aujourd'hui, Pascal Boniface, vous voyez une sortie apaisée? Vous parliez des différents scénarios. Et un de ces scénarios, c'était un gouvernement démocrate à la tête de l'Iran. Un autre scénario, c'était un scénario d'embrasement régional encore plus important que celui qu'on connaît aujourd'hui. Y a-t-il une espérance d'un scénario médian? Le problème des guerres, c'est qu'on sait comment les commence, on ne sait pas comment les terminer. Et donc là, qui va dire stop? Comment faire? Trump propose que Poutine serve d'intermédiaire. Ça serait quand même un camouflet pour les dirigeants européens qui tout de suite se sont élevés contre cela. Et donc, effectivement, Israël a dit qu'ils vont continuer et l'Iran va aussi répliquer. Alors peut-être qu'un jour, l'Iran n'aura plus de drones et de missiles à envoyer. Mais donc, pour l'instant, et certains, le commentateur d'Haaretz en Israël se disait, mais qu'est-ce que l'on fait maintenant? Voilà, on a commencé à frapper, mais on n'a pas démantelé le programme iranien parce que c'est trop profondément enfoui pour qu'on puisse le faire. Donc, à partir de quand Israël pourra dire, et Netanyahou, en fait, pourra dire, bon, c'est bon, je m'arrête, j'atteins mon but, sachant que le but de détruire totalement le programme iranien risque de ne pas être rempli. Aujourd'hui, il y a aussi le Liban. Comment Israël arrive-t-il à gérer à la fois Gaza, l'Iran et le Liban en termes de puissance militaire? Tsahal est suffisamment... Oui, parce que quand même, en face, c'est des milices quand même, c'est pas des armées. Donc, Tsahal a un soutien américain, est une puissance technologique, est une puissance militaire. Et puis, le Hezbollah a quand même été très durement frappé. Et les gens du Hezbollah vont pas se précipiter pour aider l'Iran. Ils estiment que l'Iran les a abandonnés quand Hassan Nasrallah, leur leader, a été tué par Israël. Et ils savent aussi que s'ils se lançaient dans une nouvelle guerre contre Israël, ils seraient rejetés par les Libanais qui ont plutôt envie de se relever des plaies qui ont été les leurs plutôt que de se lancer dans un nouveau conflit. Pascal Boniface, Donald Trump s'est dit hier ouvert à ce que le président russe Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et l'Iran. Quel rôle pourrait avoir la Russie dans la résolution du conflit? Alors c'est vrai que les relations entre Poutine et Netanyahou étaient excellentes, idylliques pendant très longtemps. Poutine empêchait le Hezbollah ou l'Iran de frapper Israël à partir de la Syrie, où ils avaient des positions. Depuis, leurs relations se sont distendues puisque Poutine a pris le choix de condamner Israël et l'Ukraine s'est rapprochée d'Israël. Mais en tout cas, il y a des connexions. Il y a aussi 1 million de citoyens israéliens qui sont ex-Union soviétique. Et puis, bien sûr, il y a une alliance quasi formelle entre l'Iran et la Russie. Il y a 1 million, pardon, je rebondis là-dessus, 1 million de citoyens israéliens qui sont ex-citoyens russes? Oui, qui soviétique de tout. Lorsque Gorbatchev a ouvert les frontières pour se rapprocher des États-Unis, il y a 1 million de gens en fur et à mesure, en quelque temps, 1 million de citoyens soviétiques sont devenus citoyens israéliens en vertu de la règle de l'Alaya. Or, les citoyens israéliens, c'est 9 ou 10 millions de mémoire. Oui. C'est-à-dire que c'est une part importante. C'est une part importante. Sont-ils pro-Poutine pour autant? Alors, ils sont quand même sensibles effectivement à Poutine. Ils sont surtout très à droite. Mais Poutine n'est pas vraiment à gauche, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, en tous les cas, c'est ce bloc-là qui a changé et qui a un peu affaibli le camp de la paix parce qu'ils sont plutôt anti-arabes. Et se pose aussi la question des relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donald Trump a dit hier sur son réseau social que Poutine lui avait souhaité un très joyeux anniversaire. Est-ce que Trump et Poutine sont en train finalement de faire ami-ami? Ils le font depuis longtemps, sauf que Poutine n'amène pas à Trump ce qu'il veut, une paix avec l'Ukraine. Et Poutine continue à avancer en Ukraine en pensant que l'Ukraine va tomber à la fin comme un fruit mûr, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc, effectivement, le cadeau pour Trump, ça serait que Poutine fasse la paix et que Trump puisse se dire, vous voyez, je mérite le prix Nobel de la paix parce que c'est moi qui ai amené la paix entre la Russie et l'Ukraine, puis ensuite je vais l'amener entre l'Iran et Israël. Il dit que c'est grâce à lui que l'Inde et le Pakistan ont arrêté leur conflit, alors que ce sont deux puissances nucléaires.
Dans les différents intérêts personnels des dirigeants de ce monde pour mener ces guerres, il y a celui de Benjamin Netanyahou. Sa coalition, notamment faite avec des personnalités d'extrême droite, est en train de se disloquer. Est-ce qu'il a pu lancer aussi, Benjamin Netanyahou, cette attaque contre l'Iran pour maintenir sa coalition? Oui, bien sûr, parce que ces deux alliés extrémistes disent que si un cessez-le-feu à Gaza, il quitte le gouvernement. Donc s'il quitte le gouvernement, Benjamin Netanyahou tombe. Et puis quand il fait la guerre, il a le camp des plus durs qui le soutiennent, qui disent bravo, c'est formidable. Nous, on croit à la force, on ne croit pas au droit. Le droit international, c'est une entrave pour Israël. Il faut plutôt la force puisqu'elle est de notre côté. Et puis une fois encore, quand un pays est en guerre, la population, même critique à l'égard du gouvernement, se resserre autour de lui. Et pourquoi par sa gauche, il n'y a pas de dislocation de cette coalition, ou plutôt par son centre? Parce qu'en fait, le centre ne fait pas partie de la coalition, c'est le Likoud plus les deux partis extrémistes, et que l'opposition, elle est au centre, qui s'oppose à Netanyahou sur des questions de démocratie, de justice et d'intégrité, moins sur les questions internationales, même si certains commencent à penser qu'il serait temps d'avoir un cessez-le-feu à Gaza, et que l'image d'Israël sur le long terme est de plus en plus endommagée. Le régime iranien, combien de temps pourra-t-il tenir ? Assez longtemps, vous savez, pour l'instant, Kadhafi et Saddam Hussein, ils ont été renversés par des troupes au sol américaines pour l'Irak et des milices amies opposées à Kadhafi en Libye. Il n'y a pas une sorte d'armée clandestine iranienne d'opposition. Et ni les États-Unis ni Israël ne va aller à Téhéran renverser le régime. Donc ils sont détestés par la majorité de la population, ils tiennent par la force, mais la guerre peut leur redonner une sorte d'énergie, mais ils peuvent très bien rester au pouvoir dans un pays. Vous savez, Bachar est resté au pouvoir pendant très longtemps dans un pays qui était entièrement détruit. Donc le fait que votre pays soit détruit ne signifie pas forcément la chute du régime. Et donc potentiellement l'armée iranienne, ou en tout cas le régime iranien, arrivera à tenir un petit peu. Cette guerre donc qui s'ouvre, il y a la question de la Syrie, vous en parliez à l'instant. Comment la Syrie va-t-elle se positionne-t-elle actuellement dans la région ? Le problème de la Syrie, c'est d'être réintroduite dans la communauté internationale et de faire redémarrer une économie dans un pays où 90% de la population est en deçà du seuil de pauvreté. Et donc ceux qui sont au pouvoir sont plus proches de la Turquie que de l'Iran, puisqu'ils se sont battus contre le régime de Bachar, qui était soutenu par l'Iran. Merci beaucoup, Pascal Boniface, d'être venu nous décrypter cette situation tragique, on peut le dire, au Proche et au Moyen-Orient. Vous publiez Permis de tuer, c'est chez Max Milo. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Et je crois d'ailleurs qu'on peut retrouver sur votre site internet un certain nombre de notes, j'en suis même certain, puisque je les ai lues, sur la situation sur place. C'est passionnant, l'actualité en Iran et en Israël. On continue d'en parler dans 3 minutes dans le journal de Radio Vatican, présenté par Olivier Bonnel. Radio Vatican qui rappelle que ce conflit ne doit pas faire oublier la bande de Gaza où la situation humanitaire reste dramatique.